Je vais être honnête avec vous, ça fait littéralement 30 minutes que j'essaye de démarrer cette vidéo que je ne sais pas comment débuter, comment aborder, ce qui en quelque sorte illustre bien la complexité du sujet qui est la reconversion. Reconversion que j'ai moi-même débutée il n'y a pas si longtemps que ça, puisqu'elle a démarré il y a 4 mois. Pour que vous compreniez un peu mieux mon histoire, je vais vous donner un peu de contexte. J'ai quitté mon poste de CDI salarié pour intégrer une formation en vue de devenir une coach sportive. Cette formation, c'est le BPGEPS. Avant ça, j'ai eu 5 ans de vie active. Et avant ça, j'ai eu un parcours scolaire, pas lambda, mais un parcours scolaire, disons, pas très spécialisant. Grosso modo, j'ai suivi la voie de quelqu'un qui avait des notes plutôt ok, qui savait pas trop quoi faire de sa vie. J'ai fait primaire, collège, lycée, un peu comme tout le monde. Et au lycée est venu le moment des choix. À ce moment-là, mon rêve secret, qui n'était pas trop secret, parce que j'ai dû le formuler auprès de mes parents qui m'ont mis un veto, c'était de devenir photographe. Mes parents ont dit « Écoute ma grande, tu feras d'abord des études normales qui ne te fermeront aucune porte et après tu feras ce que tu veux de ta vie. » Donc, ayant de bonnes notes et un peu par dépit, j'ai intégré une classe préparatoire à Paris et autant vous dire que mon niveau de base était vraiment pas bon. J'étais dans un lycée plutôt moyen, je suis arrivée quand même avec de grosses lacunes, ce qui fait que j'ai pas très bien vécu ma première année, dans le sens où je me tapais des notes excessivement mauvaises. J'étais dans le fond du fond de ma classe. En deuxième année, ça allait mieux, à force de travailler, heureusement. Et j'ai intégré une école de commerce pas trop mauvaise, l'EM Lyon, pour ceux qui la connaissent. Et là, on débutait mes 4 ans à Lyon, mais pas que, puisque dans ce cursus, on voyage un peu à droite à gauche. Mais pour revenir sur notre sujet, je n'avais pas vraiment d'idée sur quoi je voulais me lancer dans la vie. En arrivant en école de commerce, autant vous dire que après avoir cravaché pendant 2 ans, les premières questions qu'on se pose, c'est pas alors du coup, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, mais plutôt quelle fête je vais faire ce soir. Tu décompresses et tout ce qui est intellectuel, tu le mets un peu de côté. Voilà, le cliché école de commerce est bien réel, malheureusement ou heureusement, je ne sais pas, mais il faut que jeunesse se fasse. Bref, tout ça pour dire que c'est pas à ce moment-là que j'ai eu une révélation en ayant une matière spécifique ou quoi. Et j'ai suivi en école de commerce un peu le même raisonnement que j'ai eu après mon lycée, c'est-à-dire fais des choses qui ne te ferment pas de porte. Donc j'ai fait des stages en conseil et j'ai aussi fait mon premier emploi après avoir terminé et avoir été diplômée de mon école de commerce, c'était le conseil. Donc le conseil, c'était le choix de la facilité pour ceux qui, comme moi, en grande majorité, il y a des personnes qui le faisaient vraiment parce que c'était leur intérêt. Mais je parle pour moi, honnêtement, je suis allée en cabinet de conseil parce que de 1, c'était cool de l'avoir sur son CV. De 2, c'était un peu une suite à l'école parce qu'on continuait à être très bien formé. Et de 3, ça fermait pas de porte, voilà, ça restait généraliste. Ah oui, et il y avait un dernier facteur qui a influencé ma décision, c'est que j'ai contracté un prêt pour pouvoir me payer cette école de commerce. Quand tu habites à Paris et que tu as un loyer à payer numéro 1 et une mensualité qui équivaut grosso modo à un deuxième loyer, eh bien il faut avoir forcément un travail qui paye relativement bien parce que sinon tu te retrouves rapidement dans des situations pas très confortables. Donc mon expérience dans le conseil a démarré et d'ailleurs je me souviens très bien de mon premier jour. C'est le 23 septembre 2019 et j'arrive dans le flot d'humains en costard et tailleur à la Défense et je me dis, je sais pas si ça vous arrive mais il y a des moments comme ça un peu marquants dans ta vie où tu te vois un peu de l'extérieur. Là c'était exactement ça, j'avais l'impression de me voir marcher dans ce flot, de me diriger vers cette grande tour et de me sentir perdue et de me demander un peu qu'est-ce que je fous là. Et je vais pas cracher sur mon expérience, j'ai pas rien appris. J'ai appris à manier Excel et PowerPoint pas comme personne, parce que j'étais pas non plus experte, mais disons que j'ai développé les skills d'un bon consultant. Et pendant ces 2 ans de conseil, il y a eu le confinement. Et le confinement, comme pour beaucoup d'entre nous, ça a été un accélérateur de réflexion. Et de mon côté, je me suis pas rendu compte
mais j'ai réalisé beaucoup plus vite que ce que je pensais, que je me projetais pas du tout dans le monde du conseil. Je me voyais pas gravir les échelons, je me voyais pas devenir manager associé, je ne sais quoi. Je me sentais pas utile en fait dans ce travail, j'étais assez frustrée. Donc je me suis dit, à quoi bon attendre ? Autant changer. Et je l'ai dit juste avant, mais pour moi, ce qui était important, c'était de me sentir utile. Parce que certes, en conseil, on apprend beaucoup par la diversité des missions et des secteurs qu'on voit. Mais il y a ce côté frustrant où tu travailles, tu fournis des recommandations aux clients avec lesquels tu bosses, mais tu sais même pas si ça a réellement servi à quelque chose. En tout cas, moi, je n'ai pas eu ce retour-là. Et donc, je voulais trouver un travail qui était beaucoup plus opérationnel, plus proche du terrain. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai intégré une start-up dans le secteur du tourisme. Grosso modo, j'étais chargée de la satisfaction client. Et honnêtement, j'étais très contente. La première année, je me suis jamais ennuyée, j'ai toujours appris et justement, je me sentais utile. Je sentais que, voilà, je faisais une chose, et limite le lendemain, je pouvais voir le résultat. En tout cas, j'avais pas l'impression de travailler dans le vent et d'être juste un petit pion comme ça qui exécute bêtement. Donc, je suis restée 3 ans dans cette start-up. 3 ans à bosser sur des sujets de satisfaction client, de CRM, de churn, de rétention, pour ceux qui sont familiers avec ces sujets. Mais bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que c'est pas ce qui nous intéresse vraiment. Alors, le sport dans tout ça, eh bien déjà, je peux pas vous dire que il a toujours été là. J'ai pas toujours été une très grande sportive. Disons que enfant, grâce à mes parents, j'ai été plutôt active parce qu'ils m'ont inscrit à pas mal de sports. La natation, je faisais toujours de la randonnée avec eux. Je dansais aussi pas mal. Mais bon, je peux pas dire que j'ai une pratique sportive très poussée. Et clairement, au moment du lycée et surtout de la classe préparatoire, j'ai eu vraiment 2 ans sans aucune activité physique autre que se lever et marcher pour aller en cours et revenir. Ça, pour le coup, c'était vraiment catastrophique. Mais pour le coup, mon cerveau, il était focus sur un seul objectif et il n'y avait pas grand-chose d'autre dans ma vie qui était important. Et puis, je suis arrivée en école de commerce. Et là, malgré les soirées, les excès en tout genre, j'ai quand même retrouvé la voie du sport et notamment de la salle de sport parce que on avait, il me semble, à minima 1, voire plutôt 2 heures de sport obligatoire dans notre cursus. Ce qui est, j'ai envie de dire, le minimum syndical, mais heureusement que c'était là. Et j'ai découvert la musculation à ce moment-là. J'ai senti, je ne sais trop comment, mais qu'il fallait que je me bouge davantage. Je sentais que ma condition physique, elle était vraiment pas ouf. Et disons que par ailleurs, je ne faisais pas trop du bien à mon corps. Je voulais me bouger davantage, je voulais plus me plaire, sûrement plus plaire aux autres aussi. Bref, j'ai commencé à faire du HIIT et en fait, ça m'a rapidement plu. Je sais pas, je trouvais ça ludique d'avoir des circuits d'entraînement, c'était rapide, c'était efficace. J'ai aussi rapidement commencé à construire mes propres petits circuits. Et j'ai aussi proposé à des amis de faire du sport avec moi. Pareil, ça, je me souviens pas très bien comment c'est venu, mais à un week-end comme ça, j'ai un souvenir qu'on est en Normandie avec des potes et j'anime un cours de sport. Voilà, un HIIT, un des nombreux HIIT que je faisais à cette époque et ça me faisait marrer. Et ensuite, j'ai un souvenir un peu plus précis de cours que je pouvais donner à mes potes, c'est quand on est parti sur le campus de l'UM Lyon à Shanghai. Et là, moi, je continuais à faire pas mal de sport et j'étais plus que sur le HIIT, mais aussi sur la musculation. Je commençais à m'intéresser à comment on prend du muscle, à tous les exercices spécifiques, bien que je restais archi novice, mais quand même, j'avais un intérêt un peu plus poussé. Bref, avec ce groupe d'amis, on habitait juste à côté d'une salle de sport et tous les lundis à minima, il me semble, on faisait un cours de HIIT, donc que je préparais en amont et du coup on était, il y avait moi et 3 potes et là je me suis éclatée à faire ça, c'était trop bien. En plus c'était un moment entre amis donc c'était cool. En parallèle, au courant de ma dernière année d'études, je dirais, j'ai découvert la course à pied et ça, je l'ai fait pour suivre des potes qui à ce moment-là s'étaient mis aussi à la course et au début j'ai détesté. J'essaie de me souvenir. Ah oui, la première fois que j'ai couru, c'était avec ma sœur, qui
qui à ce moment-là courait pas mal. Et quand je l'ai suivi, j'ai cru que j'allais mourir en fait. Que mes poumons allaient rendre. Je sais pas pourquoi non plus, j'ai continué parce que je me sentais vraiment nulle, mais n'empêche que j'ai continué et que j'ai fini par vraiment y prendre goût, puisque nous y voilà, plus de 7 ans, 6 ans plus tard. Maintenant, je ne me vois plus vivre sans courir. Comme quoi. Bref, mes études se sont terminées, ma pratique sportive a continué. C'est devenu vraiment quelque chose de vital pour moi. Je voyais plus mon quotidien sans sport et j'en avais besoin pour mon équilibre. Et d'autant plus que j'avais ma pratique personnelle, mais aussi je prenais beaucoup de plaisir à me documenter. Je compte plus le nombre d'heures passées sur YouTube à regarder des vidéos sur le fitness en général, mais la musculation, la course à pied. Vraiment, je bouffais du contenu, mais YouTube, podcast, aussi des blogs. Juste, j'étais une énorme geek du sport, de la pratique sportive, en tout cas de mes pratiques sportives. Et donc progressivement, ce qui était un passe-temps est devenu une réelle passion. Je conçois plus ma vie sans sport, ça fait partie intégrante de moi. Mais à ce moment-là, je me suis pas dit que j'allais devenir coach sportive. Enfin, c'est pas une idée qui me traversait l'esprit. Je me suis peut-être renseignée très brièvement, mais franchement, à ce moment-là, c'était vraiment pas trop un sujet. À la limite, ce que je considérais, c'était de travailler dans une boîte d'équipementier, donc type Nike, Adidas ou même Gymshark. Et puis donc, j'ai intégré le cabinet de conseil. Et là, il y a un petit tournant dans l'histoire. C'est le confinement. Ce qui s'est passé pendant le confinement, c'est que j'ai été mise assez rapidement au chômage partiel. Pas chômage partiel intégral, mais chômage partiel à 50%. Donc, comme son nom l'indique, j'avais 50% de mon temps qui était libre. Et forcément, à ce moment-là, je me suis dit, youpi, du temps pour faire du sport. Et c'est grosso modo ce que j'ai fait. Alors, j'étais pas zinzin, je faisais pas du sport non-stop, mais je prenais le temps, du coup, pour bouffer encore davantage de contenu, me renseigner encore plus sur la pratique sportive et devenir une geek encore plus avancée de tous mes sports. Mais ce qui s'est passé aussi, et qui a toute son importance, c'est qu'avec le même groupe d'amis avec lesquels je faisais du sport à Shanghai plusieurs fois par semaine, et bien avec ce groupe, on s'est dit qu'on allait faire des cours en visio toutes les semaines pour rester active. Je sais plus honnêtement qui a eu l'initiative, si c'est moi, si c'est quelqu'un du groupe, si c'était un peu simultané. De mémoire, on devait être 5. Et ça a commencé au tout début du confinement, donc 3 fois par semaine, le lundi, le mercredi, le vendredi à 19h30 si je me souviens bien. Et le format, c'était toujours HIIT. Et je variais du full body, upper body, lower body. Et ce qui s'est passé de manière pas du tout prévue, assez inattendue, c'est que le groupe initial a grossi progressivement pour terminer à une centaine de personnes, il me semble. Donc je me suis retrouvée à faire des cours en visio avec parfois 60 personnes connectées. Il y a un tel qui rajoutait un tel, puis qui rajoutait un tel. Et en fait, je me suis retrouvée du coup à donner des cours à des gens que je connaissais même pas. C'était un peu perturbant, mais d'un côté, je me suis dit « Ah mais c'est dingue parce que je fais rien de spécifique pour inciter les gens à nous rejoindre, mais il y a quand même des personnes qui nous rejoignent et qui sont motivées et qui restent. » Ça a duré 2 mois, 3 mois le premier confinement, puis le deuxième confinement qu'il y a eu en novembre juste après. Et je crois que j'ai pas vraiment réalisé sur le coup parce que j'étais à fond dedans. Mais quand ça s'est terminé, parce que la vie a repris et que moi j'étais plus au chômage partiel ensuite, je me suis dit ah ouais c'est dingue quand même. Là j'ai vécu un truc de ouf. Je me suis sentie vraiment utile à ce moment-là. Encore une fois, je me rendais pas compte sur le coup, je crois, mais j'étais tellement dans mon élément en fait. J'étais à ma place. Je sais pas l'expliquer, mais je m'éclatais. Vraiment, 3 fois par semaine, je préparais ces cours. Déjà, préparer les cours, ça me faisait kiffer. Choisir les exercices, varier, faire en sorte que chaque groupe musculaire soit travaillé différemment, que ça soit ludique, que ça passe vite, que les gens progressent aussi. C'est venu très naturellement et je m'éclatais et il y avait cette gratification qu'on était de plus en plus nombreux, que les gens progressaient aussi, me le disaient, me remerciaient. D'ailleurs, grosse dédicace, je ne sais pas s'il y a des personnes de cette team qui vont tomber sur cette vidéo, peut-être parce que c'était dans les premières personnes informées de ma reconversion. Je peux pas dire que j'ai eu un déclic à ce moment-là parce que j'ai pas terminé le confinement en me disant ok,
on arrête tout, je vais être coach sportive. Pas du tout, mais c'est vrai que c'était une grosse graine qui s'est plantée très profondément dans ma tête et j'en garde encore un souvenir incroyable. Vraiment, je me répète sur le mot, mais ce que j'en retiens, c'est ce sentiment d'utilité et je me sentais trop bien à ma place. Franchement, à aucun moment je l'ai vécu comme oh là là, il faut que je donne un cours. Mais non, mais moi c'est simple. Pendant toute la semaine, le seul truc que j'attendais, c'était ça justement. C'était mes cours du soir, quoi. Pourquoi j'ai pas voulu me reconvertir tout de suite? Je me disais que c'était juste pas envisageable. J'ai un peu balayé le sujet en fait. Je l'ai pas considéré sérieusement pour plein de raisons. Déjà parce que, oui, je me suis dit que c'était peut-être que temporaire. Parce que je me suis dit que j'y connaissais rien finalement à ce métier. Je savais pas ce que c'était réellement. Mais avant toute chose, qui me bloquait totalement à l'idée de faire ça, c'est que j'avais fait quand même Bac+5, j'avais fait classe prépa, école de commerce, que j'allais pas me relancer dans des études alors que j'étais toujours en train de rembourser mon prêt. Oui, je me souviens que j'avais quand même tapé sur Google « Comment devenir coach sportif ? Quels sont les diplômes pour devenir coach sportif ? Qu'est-ce qu'est un coach sportif ?» Et j'ai donc commencé mon expérience en start-up. Et comme je vous l'ai dit, l'expérience m'a quand même pas mal plu. Et donc forcément, quand tu te plais quelque part, tes idées que t'as rangées au fond d'un placard, tu les mets de côté. Et puis, je saurais pas trop dire quand, mais j'ai eu des phases un peu moins positives dans mon travail. Et à ce moment-là, les idées que j'avais bien rangées là-dedans, elles ont commencé à refaire surface. Elles n'avaient jamais vraiment disparu. C'est parce qu'elles étaient toujours là que je me suis dit que, en fait, ce que j'avais pris pour potentiellement quelque chose de temporaire refait souvent surface. Et si ça refait souvent surface, c'est peut-être pour une raison, peut-être que je prends pas le temps de m'écouter et peut-être qu'il faudrait que je creuse une bonne fois pour toutes cette option-là, cette option qui me paraît complètement folle. Mais oui, cette option de changer de métier. Est-ce que tu prendrais pas le temps de réellement considérer cette idée? Et ça a été la première étape pour moi. Prends le temps de réfléchir, mais de réfléchir sérieusement. Et quand j'ai pris cette décision, on était en septembre 2023. Et je me dis, Anna, tu te laisses 3-4 mois, en tout cas jusqu'à la fin d'année, grand maximum, pour prendre une décision. Tu vas absolument analyser toutes les informations possibles. Tu vas te renseigner au maximum pour pouvoir prendre cette décision une bonne fois pour toutes. Soit tu supprimes cette idée définitivement, tu la prends du placard, tu la jettes et tu fermes la porte, tu jettes la clé, bref, finito. Soit réellement tu prends l'idée et t'y vas quoi. Et t'y vas à fond et t'arrêtes de faire des va-et-vient qui finalement te fatiguent plus qu'autre chose. Et pendant ces 3-4 mois, j'appelle des écoles qui donc proposent le BPGEPS dans leur formation. Pourquoi le BPGEPS? Parce que donc j'ai analysé quelles étaient les options possibles pour moi. Il y a bien évidemment la voie universitaire. Et c'est vrai que quand tu as déjà 4-5 ans d'expérience, ça veut dire se rajouter à minima 2-3 ans d'études. Je le considérais moins parce que je voulais quand même avoir un diplôme dans un temps un peu plus court. Et donc, il y avait le BPGEPS qui rentrait en lice, BPGEPS qui dure 1 an, et le CQP qui est un nouveau diplôme qui est un diplôme encore plus court. Et donc, je me suis dit, bon, on est sur un métier qui touche quand même à la santé des personnes, au corps humain. Je me vois mal apprendre un métier qui m'a l'air quand même bien complexe en 4-5 mois pour le CQP. Je me suis dit, 1 an dans une vie, c'est pas grand-chose. Je trouve que c'est pas mal, c'est un bon compromis. Donc je fais des portes ouvertes, j'appelle des écoles, j'appelle aussi et je contacte des coachs, idéalement des coachs en reconversion, avec lesquels j'échange sur leur parcours, sur leur expérience. Je consomme, cela va de soi, énormément de contenu à ce sujet, des podcasts de reconversion. Et début novembre, j'ai une discussion que je définirais comme un déclencheur. Cette discussion, c'était un échange avec une coach, Kitri si jamais tu passes par là, qui a également fait une reconversion, qui avait à peu près, dans les grandes lignes, un parcours similaire au mien. Elle a débloqué le fait que ce qui me limitait dans cette prise de décision, c'était moi-même. Et je sais que c'est cliché, je sais que c'est évident, mais en fait, ce dont j'avais peur, c'était de gâcher ce que j'avais construit jusque-là. C'est-à-dire que j'avais peur de mettre mon diplôme à la poubelle, mon travail jusque-là
à la poubelle, de reculer en fait plutôt que d'avancer. Et j'avais peur aussi, mine de rien, de l'image que ça allait renvoyer. J'ai réalisé que vraiment la personne qui m'empêchait de prendre cette décision, avant toute chose, c'était moi. C'est con, hein, je sais, mais c'est vraiment moi, quoi. C'est pas des proches, c'est pas mes parents, c'est pas mon compagnon, c'est pas je ne sais qui, c'est vraiment moi. La discussion dure 2 heures, je crois. Et sur le chemin du retour, j'ai vraiment le sourire tout du long parce que je sais au fond de moi que j'ai pris ma décision. Et je me rappelle très bien, je monte les escaliers, je rentre dans l'appart, mon copain est là, il me voit arriver et moi j'ai ce sourire que j'arrive pas à... Tu vois, ce sourire qui est là et qui est tellement ancré que tu peux pas l'effacer, quoi. Et il me regarde et il me dit « T'as pris ta décision, non ?» Et je le regarde et je lui dis « Ouais ». Et franchement, bah voilà, c'est aussi bête que ça, mais à ce moment-là, ça faisait quasi 2 mois que j'étais à fond dans les recherches. Là, je sentais que quelque chose s'était débloqué et que j'étais prête à sauter dans l'inconnu, j'étais prête à y aller même si j'avais peur, que j'étais prête à y aller même si j'étais pas certaine de l'issue, mais que j'étais prête à prendre cette décision, prête à écouter mon intuition, parce que mon intuition, elle me dit que je peux m'épanouir là-dedans. Elle me dit que je peux être très bonne là-dedans. Et elle me dit que je peux être heureuse. Si je sens qu'il y a quelque chose qui vibre comme ça à l'intérieur de moi, ça serait vraiment complètement con et complètement débile de pas l'écouter. Une fois cette grande décision prise, c'était pas tout à fait terminé. Il fallait initier le projet et il fallait bien l'initier. Déjà, il y avait plein de points administratifs à clarifier, comme par exemple comment quitter mon travail, comment financer cette formation, comment financer ma vie pendant la formation. Et à ce moment-là, pour le financement, j'ai vu qu'il existait un dispositif qui s'appelle Transition Pro. J'ai donc décidé que j'allais tenter ma chance. Pour ceux qui ne savent pas de quoi il s'agit, en fait, le dispositif Transition Pro, c'est un moyen de se faire financer à la fois sa formation et de garder un sort de salaire, que oui, finalement, c'est un salaire qu'on garde pendant le temps de la formation. Donc c'est vraiment le jackpot quand on veut se reconvertir. Bien évidemment, on nous le donne pas comme ça, il faut construire un dossier, il faut prouver sa motivation. Jusque-là, c'est normal puisqu'on parle d'une certaine somme d'argent. D'ailleurs, puisqu'on parle d'argent, le BPJEPS coûte en moyenne entre 6 et 8 000 euros. Je pense que ça varie selon l'école et la région, tout simplement. Et moi, c'est vrai que j'avais pas énormément d'économies parce que depuis le début de ma vie active, ce que je gagnais allait dans le remboursement de mon prêt, donc j'ai pas pu commencer à me constituer une épargne. Donc pour moi, c'était juste obligatoire de trouver un financement. Je vous passe les détails parce que le processus Transition Pro, c'est une très longue aventure et une longue histoire. Mais en gros, j'ai eu l'accord de mon employeur. Donc ça, c'est cool parce que sans l'accord de ton employeur, tu peux pas passer par ce dispositif. J'ai constitué mon dossier. Ça m'a pris beaucoup de temps. J'ai été accompagnée par l'APEC et j'ai attendu ma réponse. Réponse qui malheureusement a été négative. Et ça, c'est vrai que ça a été un gros coup dur. Et à ce moment-là, réellement, je me suis dit comment je vais faire en fait. Heureusement, j'ai eu beaucoup de chance pour, disons, mon financement de vie. Je savais que je pouvais compter sur le chômage parce que mon employeur était OK pour une rupture conventionnelle. Et à 3 mois environ de débuter la formation, j'ai découvert l'existence d'une enveloppe budgétaire dédiée à la formation des métiers liés au sport. Une enveloppe budgétaire qui a été débloquée il y a à peine quelques mois. Et j'y croyais pas vraiment parce que je me suis connectée sur mon compte CPF et je vois que j'ai littéralement une ligne aide au financement. Et en cliquant sur ce truc, comme par magie, le total était égal à 0. Là, je me dis non mais il y a une douille là, c'est pas possible, c'est trop beau pour être vrai, enfin j'y crois pas quoi. Et donc je creuse un peu, je me renseigne auprès de mon école et ça a l'air de marcher. Donc là vraiment je suis estomaquée. Là je suis pas très structurée dans mon histoire parce que ça cette info je l'ai eu vraiment à la toute fin, donc je crois limite 1 mois avant de commencer la formation, je savais toujours pas comment j'allais me financer. Mais avant tout ça, il fallait choisir l'école, se préparer à l'entrée à la formation, les examens qu'on appelle les TEP.
test d'exigence préalable, si je me trompe pas. Pour le choix de l'école, ça a été un peu complexe parce que, contrairement aux écoles de commerce où il y a des classements un peu partout sur internet, pour les écoles qui délivrent les BPGEPS, alors il y en a beaucoup à Paris, donc au moins le choix il est vaste, mais il n'y a pas de classement. Donc ce que j'ai fait, c'est que déjà je me suis rendue, comme je vous l'ai dit avant, à des portes ouvertes. J'ai pu échanger avec certaines équipes pédagogiques et honnêtement j'ai fait au feeling. J'ai fait au feeling et aussi un peu au bouche à oreille, dans le sens où j'ai échangé aussi avec certains coachs qui m'ont dit que telle ou telle école était bien ou moins bien. J'ai foncé pour l'école où j'avais eu un bon contact avec le directeur notamment. Voilà, donc l'école était choisie. En janvier, je me suis dit, ok, j'ai 6 mois pour me préparer pour les TEP. Donc les TEP, pour ceux qui ne savent pas ce qu'il y a dedans, il y a une épreuve d'endurance qui se fait via le test du Luc Léger où il faut atteindre un certain palier. J'avoue que sur ce point, j'étais plutôt sereine parce que je cours quand même pas mal, donc je me suis dit que franchement, si j'ai pas ce truc, j'ai rien à faire là quoi. J'ai quand même fait le test, il me semble 2 fois, et le jour J, c'est passé tout seul. Avec l'adrénaline, franchement, je me sentais, entre guillemets, limite pas essoufflée. Il y a aussi une épreuve de musculation, donc là, il faut passer traction, squat et développé couché. Et pour le squat et le développé couché, il y a un pourcentage au poids du corps et un certain nombre de répétitions. Et pour la traction, quand on est une femme, il faut savoir passer une traction. Donc c'est pas inatteignable quand même, il faut se le dire. Soyons honnêtes, c'est pas les tests les plus exigeants qui existent sur cette terre. Juste, moi, je voulais faire les choses bien, donc je me suis laissé le temps d'être nickel et irréprochable sur la technique de chaque exercice. Mais j'y suis allée assez sereine parce que je savais faire plus d'une traction, bien évidemment. Je voulais pas y aller le jour J en étant ric-rac. Donc tout s'est bien passé le jour J sur la musculation. Et enfin, il y avait 2 autres épreuves qui étaient le step et le renforcement musculaire. Donc le step, c'est le petit bloc là où il faut suivre une chorégraphie. Et le renforcement musculaire, c'est un enchaînement d'exercices au poids du corps. Donc des squats, des fentes, des pompes. Pas mal de pompes. Ça, c'était vraiment le plus difficile, je pense, à choisir. C'était le plus difficile sur tous les examens. C'était enchaîner un nombre incalculable de pompes. Et le step, j'avoue que c'était le truc qui me faisait le plus peur parce que, en fait, j'ai jamais fait de step avant de me préparer à ces examens-là. Je considère pas être très très bonne danseuse. D'ailleurs, le jour J, j'ai glissé sur mon step à un moment. Je pensais que ça allait être éliminatoire, mais non. Donc d'ailleurs, les TEP, je les ai validés mi-juin. Pour moi, c'était officiellement ce qui marquait le début réellement de ce projet parce que il y a quasi plus rien qui m'empêchait de débuter cette formation. Et à ce moment-là, pareil, c'est un jour que j'oublierai pas. Je suis rentrée à l'appart le matin même après les tests parce qu'on avait directement les résultats et j'étais, je réalisais pas en fait. J'étais là, je me suis assise, je crois d'ailleurs sur ce fauteuil et j'étais là. Non mais ça y est quoi. J'étais vraiment en mode, je réalise pas. En boucle. C'était dingue. J'étais trop contente quoi. Et il y avait une autre chose aussi à régler administrativement avant de débuter cette formation qui s'effectue en alternance parce que le BPGEPS c'est 60% de temps à l'école, donc de théorie et de pratique bien évidemment parce qu'on est dans un cursus sportif, donc forcément tu ne peux pas tout apprendre sur ta chaise, il faut forcément un peu de pratique, et 40% du temps qui s'effectue dans ce qu'on appelle une structure d'accueil, donc dans une salle de sport. Et donc moi j'ai cherché une salle de sport qui pourrait me convenir à Paris et j'ai trouvé mon bonheur chez Slow Wellness House. Donc pour résumer, entre le moment où j'ai annoncé cette reconversion à mon employeur, fin 2023, j'avais 6 mois grosso modo pour tout cadrer, me préparer aux examens, trouver le financement, trouver le studio où j'allais effectuer mon alternance et me préparer mentalement aussi à ce changement parce que je vais pas vous le cacher, même en ayant pris la décision, j'ai eu plein de moments après où je me suis dit qu'est-ce que je fais ? Est-ce
que je suis pas en train de vriller totalement? Est-ce que je suis pas en train de faire la plus grosse erreur de ma vie? Est-ce que je devrais pas tout arrêter? Est-ce que je pète pas un énorme câble? Est-ce que forcément, oui, j'ai eu de l'anxiété à ce moment-là. Pas tout le temps, hein, bien sûr, mais j'ai eu des petites phases comme ça, des petits coups de chaud. Mais de manière générale, c'est quand même le soulagement et l'excitation qui prenaient le dessus. Et au fond de moi, j'avais quand même cette conviction de me dire t'inquiète pas, t'as bien fait. Est venu le moment aussi forcément de l'annoncer à ses proches. Donc je pense qu'il y a une grande partie de mes potes qui s'en doutaient, de toute façon qui étaient aussi là pendant le début de mes réflexions, le temps de l'annoncer à mes parents aussi. Ça, c'était un petit moment forcément un peu stressant. Je l'ai annoncé au Noël de l'année dernière. Et au début, c'était un peu silence. Pas de réaction. Et puis après, quand j'ai expliqué ma réflexion, mon cheminement, quand en gros ils ont compris que c'était pas un pétage de câble et que c'était pas temporaire et que c'était réfléchi, structuré, préparé, ils se sont calmés et ils m'ont soutenu. Et j'ai quand même eu la chance d'avoir le soutien immédiat de mes proches, ce qui forcément dans ce type de décision aide beaucoup. Et je remercie mes amis, ma famille pour ça parce que c'est un soutien qui n'a pas de prix, tout simplement. Et là, nous sommes donc en janvier 2025. J'ai commencé ma formation en septembre dernier, donc ça va faire 4 mois. Et je crois que si, j'ai quand même réalisé, mais honnêtement, les premiers jours, les premières semaines, j'étais pas encore dedans parce que je me disais, j'y crois pas que mon quotidien maintenant, c'est de me former sur ma passion. Ça n'arrivait pas à intégrer mon cerveau. Et s'il y a une chose que je peux vous dire, ce qui est clair, ce qui est limpide, c'est que je n'ai aucun regret, mais vraiment aucun, et que je me sens tellement chanceuse, tellement reconnaissante vis-à-vis de moi-même de m'être écoutée, d'avoir juste écouté cette intuition, cette voix intérieure qui finalement voulait mon bien. Je l'ai manifestée, c'était des galères, c'était beaucoup de peur, c'était du stress, mais j'y suis quoi. Je suis à l'endroit où je voulais être et je trouve ça juste dingue. Et là, j'ai encore 6 mois devant moi pour juste apprendre le maximum sur ce qui me passionne, sur ce qui m'épanouit, sur ce qui me fait vibrer, sur ce qui finalement me fait sentir utile aussi. Mais en partageant mon expérience, j'ai pas non plus envie de vous survendre la reconversion. Je sais que ça peut fasciner certaines personnes, se dire que c'est la solution à tout, qu'il faut quitter son salariat, être à son compte. D'ailleurs, je suis au tout début, je sais pas encore ce que l'avenir me réserve. Je suis encore très loin d'un projet abouti finalement de reconversion. Donc je peux pas vous dire de vous lancer tête baissée. De toute façon, c'est pas le message de cette vidéo, c'est juste de vous apporter mon témoignage. Mais ce qui est certain, c'est que si au fond de vous, vous avez cette intuition, vous avez des idées de changement de voie, pas forcément drastiques, mais qui reviennent et qui vous travaillent, prenez le temps de vous questionner. Prenez juste ce temps pour vous, pour réfléchir, pour peser le pour et le contre. Prenez le temps d'échanger avec des personnes qui potentiellement ont pris le chemin que vous-même vous aimeriez prendre. D'ailleurs, si vous avez des questions spécifiques sur le BPGEPS ou sur ma reconversion en tant que coach sportive, n'hésitez surtout pas à me les poser, je répondrai avec plaisir. Honnêtement, tous ceux qui m'ont répondu pendant ma propre phase de questionnement m'ont énormément aidé. Donc si je peux le rendre, avec grand plaisir. Bon, pour terminer cette vidéo, parce qu'il va bien falloir la terminer un jour, je vais essayer de résumer tous les conseils, toutes les choses que j'aurais aimé entendre quand j'étais complètement perdue et en plein questionnement. Premier point, aucun choix n'est définitif. Moi, ce qui me faisait peur, c'est de me dire je change ma vie et je vais pas pouvoir revenir en arrière. Et en fait, non. Ce qui m'a rassurée, c'est de me dire, au pire, je prends 1 an pour me former sur un sujet qui me passionne et j'en sortirai enrichie, grandie, quoi qu'il arrive. Peut-être que, là c'est pas le cas, mais je me disais peut-être que pendant la formation, je me rends compte que c'est un métier qui me correspond pas du tout. Peut-être que après 1 an, 2 ans, je me rends compte que je me projette pas plus longtemps que ça. Mais c'est ok en fait. Et aucun choix n'est définitif. Il faut se le rappeler pour se dire que c'est ok de tenter des choses qui peut-être n'aboutiront pas comme on l'espère, mais au moins on a tenté. Si tu tentes pas, comment tu sais si ça va marcher ou si ça va pas marcher? Tu peux pas savoir.
Donc il faut tenter et il faut pas se brider. Et surtout, il faut pas se dire que tout ce qu'on a eu avant, c'est annulé. Encore une fois, moi j'avais ce blocage plus personnel, je pense, que social, de me dire j'ai quand même travaillé pour mon diplôme, je me suis endettée pour mon diplôme, et là, je vais chercher un diplôme nettement en dessous en termes de qualification. Je mets des guillemets sur le en dessous parce que je sais pas trop ce que ça veut dire, mais est-ce que je suis pas en train de faire un choix mais totalement déraisonné et nul et pas ambitieux? Ce qui m'a rassurée, c'est de me dire des décisions que tu prends aujourd'hui ne suppriment pas toute l'expérience que tu as accumulée avant. Toutes les connaissances, tout le savoir, toute l'expérience que j'ai accumulée, elle va énormément me servir dans mon projet de coaching sportif pour monter ma structure, pour développer mon business, pour trouver des clients, pour avoir une bonne communication. Donc clairement, je ne jette pas mon diplôme par la fenêtre. Et enfin, troisième et dernier point, qui peut paraître un peu cliché, donc je vais essayer de pas être maladroite en le formulant, c'est qu'on n'a qu'une vie. Et je sais que ça peut paraître nul de dire ça, mais malheureusement, il y a certains événements de la vie qui font que on se rend compte qu'elle n'est pas éternelle et surtout on se rend compte qu'elle peut s'arrêter du jour au lendemain. Et j'ai pas envie de plomber l'ambiance en terminant cette vidéo sur ça, mais j'ai quand même envie de vous dire qu'il faut vivre pleinement. Je vous souhaite de pas avoir ce genre de piqûre de rappel parce que malheureusement quand il y en a, c'est jamais bien drôle. Mais gardez en tête que votre vie est trop précieuse pour que vous viviez malheureux. Le travail, c'est pas la majorité de notre vie, mais on y passe quand même un bon bout de temps. Et quelle tristesse, quel dommage de se dire qu'on n'est pas épanoui dans une activité où on se donne autant. Et donc ce message, il n'est pas là pour vous dire faites absolument une reconversion, mais plutôt trouver un poste, trouver une voie où vous vous sentez bien, où vous vous sentez utile, où vous vous sentez considéré, où vous sentez que votre travail a de la valeur, où vous avez envie de vous lever le matin pour aller travailler. Bien que oui, il y aura toujours des trucs, des tâches plus ou moins chiantes, même dans le travail le plus parfait, même dans le métier rêvé, il y a toujours des petits trucs relous, mais bon, ça on l'enlèvera pas. Mais là, moi je parle de la globalité. Je trouve ça trop triste de rester dans une posture où on subit son travail. Mais j'ai conscience que c'est aussi le luxe que j'ai, le luxe d'avoir une éducation qui fait que je peux me permettre de faire ce genre de changement et de me dire qu'au pire, si ça marche pas, je vais retomber sur mes pattes. Ça, j'en ai conscience. Mais je pense que au-delà de ça, chacun à un autre niveau, il faut qu'on essaye de trouver un travail dans lequel on est bon, parce que je suis convaincue que chacun a un domaine dans lequel il excelle, dans lequel il est heureux et épanoui. Il faut aussi se dire qu'on a tous des chemins différents, qu'il y a des personnes qui vont s'épanouir dans le même travail toute leur vie, quand il y en a d'autres qui auront besoin de changer tous les 3 ans, et c'est ok. Il n'y a pas de voie unique, il n'y a pas de voie magique, il n'y a pas de recette spécifique pour être épanoui professionnellement. Il faut juste être aligné avec ses envies, avec ses valeurs, avec sa notion de la réussite et du bonheur. Il faut juste pas avoir de regrets, il faut pas se réveiller un matin et se dire je suis passée à côté de mes 5 dernières années parce que en fait je déteste mon travail quoi. Sur ce, j'espère que mon témoignage aura peut-être aidé certains d'entre vous. Encore une fois, si vous avez des questions, si vous avez besoin de précisions sur mon parcours, n'hésitez pas à les poser en commentaire, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram aussi. Que dire de plus ? Si ce n'est que je vous souhaite du courage si vous êtes en pleine réflexion, si vous êtes dans une période où vous êtes perdu. Je sais que c'est pas facile, je suis passée par là. C'est pas forcément le moment le plus agréable parce qu'on est dans une spirale de questionnement et on s'y perd. Courage pour ça et surtout, faites-vous confiance.